Bien, bonjour à toutes et à tous. Oups, il faut bien parler devant parce qu'on n'entend pas bien en haut. Bien, écoutez, d'abord, je voudrais remercier l'APTEN pour son invitation et tous les organisateurs du colloque. Je tombe à peu près au bon moment puisqu'on n'a pas arrêté de parler de santé depuis tout à l'heure. À chaque fois qu'on parle de tous ces problèmes, on dit ah oui, mais il y a des problèmes de santé. Donc, en tant que pharmacien de formation et ayant un petit peu sévi dans le domaine des instances nationales de santé en relation avec l'eau, je me dois de tenter de vous apporter la bonne parole par rapport à pas mal de choses qu'on a dit jusqu'à présent. Alors, effectivement, c'est pas une question, c'est pas doit-elle être responsable, c'est elle doit être responsable. Et vous allez voir qu'avec mon âge avancé, je peux me permettre de dire ce que je pense et donc d'affirmer des choses parce que le politiquement correct, c'est plus mon problème. Ça l'a jamais beaucoup été d'ailleurs pour ceux qui me connaissent. Mais bon. Donc, qu'est-ce qu'on a comme fondamentaux dans ce problème des eaux non conventionnelles? D'abord, les prévisions de pénurie d'eau, c'est à peu près sûr. Hein. On l'a vu ce matin, c'est confirmé. Ce qui s'est passé cet été a bien chauffé les gens. Il suffit qu'il y ait encore un ou deux étés comme ça et ça va être la guerre de l'eau. Donc, la question ne se pose plus. Bien. Au regard des demandes, attention, il ne faut pas oublier que c'est au regard des demandes. Bon, la fourniture d'eau garantie potable en qualité et en quantité à tout le monde est un droit fondamental qui est une garantie de santé de toutes les populations. Donc ça aussi, c'est pas quelque chose sur lequel il faut revenir. Il n'y a pas à chipoter sur on va donner de l'eau moyennement potable, parce qu'il y a des gens qui commencent à dire on pourrait peut-être faire de l'eau un peu moins potable. Non, il y a de l'eau potable, point, c'est tout, et ça, c'est la santé. Il suffit d'aller dans le nombre de pays où il n'y a pas d'eau potable pour voir ce qui se passe. Donc la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Il ne faut pas oublier les trois, hein, c'est la définition de l'OMS. Et on oublie souvent le social. Et puis, tout ce qui est prévention, c'est vraiment un enjeu majeur, à la fois sur le plan sanitaire, mais donc inévitablement sur le plan économique, parce que si les gens sont malades, évidemment, au niveau économique, ça ne va pas non plus, et qui est dans ce grand concept aujourd'hui qui est un peu pompeux, mais qui a l'avantage au moins de faire pousser les gens dans une bonne dynamique, qui est le concept d'une seule santé, One Health, pour ceux qui aiment bien parler anglais. Et donc, les progrès analytiques qu'Hélène nous a rappelés sont absolument phénoménaux. Et donc, les labos commencent à trouver de tout partout, enfin, continuent à trouver de tout partout, y compris dans la pollution de l'air et des aliments dont on ne parle pas, puisqu'on focalise beaucoup sur l'eau, mais on oublie le reste. Et donc, on a des niveaux d'exposition à des micropolluants qui est absolument intense. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Donc, on a tous ces fondamentaux à gérer. Bien. Deuxième point important, c'est la sphère, enfin ce que j'appelle la sphère d'hygiène. Il ne faut pas oublier quand même que pendant plus d'un siècle, on a développé, le siècle d'avant, on a développé le fait que l'intérieur de l'habitat est une sphère d'hygiène, de protection de la santé des habitants. Et grâce à ça, alors il n'y a pas que ça, mais on a augmenté l'espérance de vie des populations. Et on arrive maintenant au XXIe siècle où on dit ah ouais, non mais il faut faire revenir de l'eau non potable dans l'habitat. Et là, on se dit il n'y a pas un petit problème là quand même. C'est-à-dire qu'en fait, les bases fondamentales de la protection sanitaire sont en train d'être remises en cause. Et après, il faut qu'on se demande un petit peu pourquoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a autour de nous l'air, l'eau, les aliments, les matériaux avec des contaminants biologiques et chimiques. On fait rentrer de l'eau saine dans l'habitat et il faut évacuer le plus vite possible et le plus loin possible tout ce qui est déchets. Alors, à la fois déchets des eaux usées de la maison, mais évidemment tout ce qui est lavage et tout le reste, le plus loin possible. Alors après, cadeau pour la nature. Et cette évacuation, elle se fait avec de l'eau potable. Et aujourd'hui, on évoque cette petite flèche de retour là, qui est de ramener vers l'habitat des eaux non potables. C'est-à-dire l'usage d'eau non potable dans l'habitat. Et déjà qu'à l'intérieur de notre habitat, c'est la petite flèche que j'ai mis en bas, on génère des agents pathogènes chimiques, biologiques à l'intérieur de notre propre habitat, dont on sait que la pollution de l'air intérieur est assez contaminée. Donc, vous voyez, aller vers une logique de développement, on peut dire soutenable, enfin de développement intelligent, dans lequel on dit pour des raisons technologiques, politiques, financières, tout ce qu'on veut, ramenons dans la sphère d'hygiène des choses qui ne sont pas de l'hygiène, inévitablement, ça va créer des problèmes de santé. Ça, c'est clair.
Alors, les assises de l'eau en juillet 2019, ça a été rappelé tout à l'heure, on précisait que bon, on perdrait des débits d'eau importants et que pour tout ça, il fallait faire de la sobriété, le grand mot dont on entend beaucoup parler en ce moment, d'assurer un partage de l'eau équitable et durable, ça c'est une bonne idée, et servant en priorité les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable des populations. Donc, c'est écrit, on ne chipote pas, la priorité, c'est quand même la santé. Et il suffit d'en avoir moins de santé pour se rendre compte à quel point elle est importante. Et donc, la priorité aussi doit être donnée aux économies d'eau, et il est donc fixé un objectif, enfin, il était fixé un objectif de réduction des prélèvements d'eau de 10% en 5 ans et de 25% en 15 ans. Et on a l'action 7 des assises de l'eau qui dit il va falloir tripler les volumes d'eau non conventionnels réutilisés. Alors déjà, là, le mot réutilisé n'est pas bon, c'est les volumes d'eau non conventionnels utilisés d'ici 2025 en facilitant leur usage. Ah, donc les assises de l'eau se sont réunies, ont beaucoup réfléchi, ont dit on va tripler les volumes d'eau non conventionnels utilisés. Et voilà, donc et tout ça fait que la réglementation devra être adaptée pour autoriser de nouveaux usages de ces eaux. Alors, on voit que la réglementation, elle a encore besoin de bouger un peu quand même, visiblement, avec les exemples qui viennent d'être donnés, et à condition que les risques sanitaires soient maîtrisés. Alors, on dit toujours, attention, alors en France, on est mauvais, on l'a encore un petit peu entendu ce matin, par rapport à nos voisins. Alors, on prend souvent des exemples qui ne sont pas forcément les bons. Puis on dit, vous savez, il n'y a pas d'expérience, tout ça, on est freiné. Alors, ça a été un grand enjeu politique dans les présidentielles, pas les dernières, celles d'avant, disant qu'économiquement, on était mauvais en France, on ne savait pas faire. Mais il n'empêche que des expériences, il y en a. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'expériences et que tout ça part un petit peu de manière un peu, je ne peux pas dire anarchique, ce n'est pas vraiment le cas, c'est motivé, mais par contre non coordonné. Alors il ne faut pas être dirigé sur tout, mais il ne faut pas non plus que ça devienne le grand foutoir au risque de faire des erreurs. Et là, en plus, dans les états d'esprit, il y a des confusions entre avoir une bonne action environnementale et puis utiliser l'eau potable. C'est pour ça que je mets bien cette distinction entre l'eau potable dans l'hygiène de l'habitat et puis protection de l'environnement. Et alors ces confusions, en fait, elles sont diffusées dans la presse, dans les réseaux sociaux, partout, en oubliant de dire que finalement les prélèvements pour l'eau potable, c'est quand même 14-15% des prélèvements globaux de l'eau, quoi. Donc on va essayer de culpabiliser le citoyen en lui disant c'est à vous de faire des efforts d'économie chez vous, parce que sinon la planète va s'écrouler, quoi. Alors évidemment les gens sont vachement motivés, ils se disent ouh là là, il faut que je fasse très attention, et puis en fait on cible pas forcément les bons domaines. Donc il y a une confusion en plus entre le discours du mot réutilisation et puis tout ce qui conseille à économiser de l'eau, utiliser des eaux non conventionnelles. Donc les gens commencent à se dire, on va faire rentrer de l'eau usée dans ma maison. Enfin, c'est pas clair, quoi, tout ça. Et ce manque de clarté, on l'a bien vu aussi autour de la crise Covid, ça fait que les gens commencent à plus comprendre le truc et adhèrent de moins en moins ou ont moins en moins confiance dans des choses qu'on vient leur proposer. Et ça, c'est pas bon du tout. Parce que quand on a une bonne solution à proposer, si elle arrive dans un état d'esprit confus, le truc, il passera pas, quoi. Et là, on est tous responsables. Donc, on culpabilise les gens sur le faible pourcentage de réutilisation des eaux usées. Bon, évidemment, j'ai vu des articles où ils disaient, vous vous rendez compte, à Mexico, on réutilise 100% des eaux usées. Oui, d'accord, mais enfin, Mexico, c'est quand même un endroit un peu spécial. On peut prendre des exemples aussi des pays où il n'y a pas d'eau du tout. Évidemment, on sera en retard. C'est pas une raison non plus pour se précipiter, pour faire n'importe quoi. Et puis, bien sûr, alors, on a le mot frein, on l'entend beaucoup. La France freine, elle freine partout. Et on a beaucoup dit que les experts dans le domaine de la santé étaient des terribles freins qui empêchaient le développement de l'utilisation des eaux en France. C'est pas ça du tout, hein. Donc, voilà. Alors, bon, je passe sur le reste, c'est à peu près toujours ce qu'on a. Donc, on a ce contexte-là. Et puis, il faut qu'on arrive à compenser les futures pénuries. Alors, pour compenser les pénuries, on a plein de solutions. Réduire les prélèvements, tous les prélèvements en général, faire des transferts d'eau un peu partout, produire avec du dessalement. Alors évidemment, économiquement, c'est pas terrible en ce moment, mais on risque d'y venir un de ces jours. Mais bon, il faut de l'énergie. Comme on n'a plus d'énergie, tout ça, c'est un peu compliqué. Les stockages d'eau, alors vous voyez les problèmes des bassines. Donc politiquement, il y a des endroits où ça passe pas. L'utilisation des eaux usées traitées, réduire les fuites dans les réseaux, ça c'est aussi, si on commençait sérieusement par ça, ce serait déjà pas mal. L'évapotranspiration,
qui a un facteur très important sur l'influence de la quantité d'eau. Ça, c'est un sujet très délicat et très difficile parce qu'il faut développer de la verdure pour avoir un piégeage de CO2, mais plus on a de verdure, plus on fait de l'évapotranspiration et donc plus on perd d'eau. Donc là, il y a une logique de développement du sol qui est très intéressante, et puis la désimperméabilisation des sols aussi, qui est un enjeu qui est absolument colossal. Et donc, on devrait agir sur tout cet ensemble-là. Et quand on pose la question, enfin je l'ai fait dans le cadre de quelques instances, en disant à un gestionnaire d'un réseau urbain quels sont vos grands postes de consommation d'eau potable dans votre ville, par votre usage municipal, pas l'usage des particuliers, souvent la réponse qui m'est donnée, c'est on ne sait pas. On sait combien on paye d'eau en général, mais les sous-compteurs et les utilisations diverses d'eau potable dans une ville, c'est souvent inconnu par les gestionnaires. Donc vous avez le citoyen au milieu, là que j'ai entouré de points d'interrogation, on lui dit c'est urgent, il faut faire plein de choses, il faut que tu acceptes tout ce qu'on va te donner, puis il y a des gens qui viennent lui vendre des tas de trucs, on va le culpabiliser, on va essayer de lui vendre des installations à bricoler chez lui et tout et tout. Et puis le pauvre, il se pose des tas de questions. Et donc quand il se pose des tas de questions, il est très inquiet. Alors, ces usages domestiques d'eau non potable, les niveaux de risque qui vont être fonction évidemment des agents dangereux présents, alors, qui peuvent être chimiques, biologiques ou physiques, deux types et de la nature de la durée d'exposition. Alors, c'est pas pareil si vous êtes immunodéprimé, si vous êtes vieux, si vous êtes jeune, si vous êtes femme enceinte, etc. Et puis les sensibilités individuelles. Et en plus, on oublie souvent un certain nombre d'effets indirects, comme par exemple stocker de l'eau, ça favorise le développement des moustiques. Et comme on voit apparaître la dengue en France, et puis le chikungunya et tout ça, d'un seul coup, les moustiques, on les trouve un peu moins sympas. La biodiversité, elle a quelques limites. Donc, il ne faut pas créer des eaux stagnantes. Et puis, on met de la brumisation partout, et puis on diffuse des légionnelles. Donc, il y a des bonnes idées, mais dès qu'on commence à raisonner en termes de santé, on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre de risques. Et en fait, la nature des agents physiques, dans les eaux non potables, on ne les connaît jamais en totalité. On l'a encore vu avec l'exposé d'Hélène. La diversité chimique est considérable. En plus, si on devait tout contrôler, il y aura un coût analytique important. L'exposition des populations, on ne peut pas trop la maîtriser. Pour les gens chez eux, on ne va pas leur dire mettez des masques, prenez un bain avec une combinaison étanche. Et puis, les sensibilités individuelles, quand on est au niveau familial, elles sont extrêmement variables au niveau individuel. Donc, on ne peut pas généraliser toutes nos conclusions. Et il faut faire avec, pourtant. Alors, qu'est-ce que c'est que les usages domestiques? Alors, finalement, la question a été posée, et la question a été posée par le ministère de la Santé au Conseil de santé publique. Et donc, ce que je vais vous présenter par la suite, là, vient du travail du Haut Conseil de santé publique et d'un groupe de travail au sein de ce Haut Conseil. Et donc, c'était quoi les usages domestiques? Alors finalement, il y avait une définition qui datait de 2006 du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui disait il y a les usages alimentaires, boissons, aliments, lavage de la vaisselle, l'hygiène corporelle, avec le linge, etc. Et puis, le reste dans l'habitat, c'est-à-dire évacuer les excrétas, lavage des sols, arrosage des espaces verts, etc. Le Code de l'environnement, lui, précise les usages domestiques pour les personnes physiques propriétaires ou locataires, tout prélèvement inférieur ou égal à 1000 m3 d'eau par an. Donc c'est avec des logiques de DBO, donc c'est plutôt quelque chose d'un peu biologique, quoi, enfin de vision environnementale des choses. Et puis l'OMS dit que l'eau utilisée pour tout usage domestique habituel, c'est-à-dire la consommation alimentaire, le bain et la préparation des aliments. Et je vous rappelle qu'on voudrait réduire l'usage des eaux potables pour des usages domestiques. Donc la DGS a saisi le Haut Conseil de santé publique en avril 2021, lequel conseil a travaillé, et la saisine disait on veut substituer de l'eau potable par des eaux non potables recyclées. C'est un projet de décret, et donc qu'est-ce que vous en pensez? Et attention, la DGS avait quand même bien indiqué, attention, il y a des risques de dégradation globale de la qualité de l'eau potable pour la population, les risques d'exposition à des personnes sensibles, les risques de multiplication de stockage d'eau qui peuvent créer des problèmes, des incertitudes pour les personnes vulnérables. Enfin, il y a quand même toute une série d'éléments très importants qui justifient de ne pas faire n'importe quoi. Et donc, le Haut Conseil a d'abord commencé par dire, mais au fait, est-ce que ça vaut le coup de réactualiser la notion d'usage domestique de l'eau? Et donc, c'est quoi l'usage domestique?
Bon, on n'a pas sorti une définition très différente de celle du Conseil supérieur d'hygiène publique, c'est un peu logique, mais on l'a quand même réorganisé en 4 grands thèmes. L'alimentaire, donc c'est principalement la boisson, la cuisson des aliments, lavage de la vaisselle, arrosage des cultures vivrières. Donc on a rajouté les cultures vivrières parce que on les oublie souvent, et puis aller arroser ces salades avec des eaux non potables, c'est quand même pas franchement une bonne idée. Il y a l'hygiène corporelle, l'hygiène générale, la propreté, notamment tous les nettoyages de surface et l'évacuation des excrétas, et puis tout ce qu'on a appelé agrément, c'est-à-dire les piscines, les spas, les brumisations, les jeux d'eau, les fontaines décoratives. Donc ça constitue les 4 grandes familles de ce que nous appelons, enfin ce que nous avons appelé les usages domestiques, sachant que le Haut Conseil de santé publique est consultatif. Après, la DGS fait ce qu'elle veut de nos avis. Enfin, je dis de nos parce que j'étais membre du Haut Conseil, dont je ne suis plus membre maintenant. Alors, une fois qu'on avait défini ces usages, derrière, il y a un deuxième avis. Alors, ces avis, si vous voulez consulter, vous tapez HCSP eau sur Google et vous tombez directement dessus, ou vous allez sur le site du HCSP. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors là, je vous résume un petit peu. Ça doit s'inscrire dans une démarche globale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc qui manque, ça. Il y a beaucoup d'initiatives individuelles. Je vous en ai parlé avant, c'est bien. Mais il ne faut pas que ça soit n'importe quoi. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vision globale de l'usage de l'eau, alors par bassin versant ou plus petit, par zone urbaine assez importante, par UDI, pour que d'abord il y ait une réflexion collective, c'est qu'est-ce que nous voulons faire dans cette échéance de 5 à 10 ans, dans cet objectif de réduction de l'usage d'eau potable. Je ne parle pas du reste, uniquement de l'eau potable. Et s'il n'y a pas cette réflexion collective, ça part dans tous les sens, ça devient n'importe quoi, tout le monde va acheter son bricolo au magasin du coin, et puis il va y avoir des problèmes de santé, c'est sûr. Donc cette démarche globale, elle doit bien prendre en compte la dégradation globale de la qualité, c'est-à-dire qu'en gros, si tout le monde commence à ne moins utiliser d'eau potable, on va commencer à avoir des débits trop faibles, dans les canalisations, ça va commencer à clapoter, il va y avoir de la corrosion, des tas de problèmes, ce qui s'était passé en Allemagne de l'Est après la chute du mur, c'est-à-dire que les gars, ils avaient des canalisations surdimensionnées. Quand ils ont commencé à mettre des compteurs, les gens consommaient beaucoup moins. Et là, il a fallu changer toutes les canalisations parce que la qualité se dégradait. Et ça faisait des temps de séjour de 10 jours dans les réseaux. C'était une catastrophe. Donc, attention à ça. Il y a les risques d'exposition des personnels aussi, les professionnels. C'est-à-dire quand on fait manipuler des eaux non potables à des gens, il ne faut pas oublier qu'il y a tous les professionnels qui les manipulent, qui eux aussi courent un risque sanitaire. Et puis multiplier les équipements de stockage d'eau, ça peut être très compliqué avec des systèmes de gestion, d'entretien qui vont être complexes. Et ça, à terme, ça peut finir par coûter très cher. Et prendre en compte des personnes vulnérables, c'est relativement moins difficile quand on parle d'établissements spécialisés, hôpitaux, maisons de retraite, etc., que dans la population générale. Vous ne pouvez pas aller dans un immeuble en disant aux gens, bon, alors au 2e étage, vous avez telle personne qui n'est pas bien, alors il faut mieux pas faire ça, alors qu'au 1er étage, ça va, vous pouvez l'utiliser. C'est impossible. Si on commence à mettre de l'eau non potable dans un immeuble, il ira partout. Et donc là, inévitablement, il y a des gens fragiles qui seront sensibles. C'est pour ça que je parle de réflexion globale en amont, quoi. L'impact sur le prix d'eau peut être important. Évidemment, les gens qui ont de l'argent, ils pourront toujours se payer des super installations qui leur font de l'eau potable à tous les étages. Sauf que les gens qui auront moins d'argent, eux, ils se contenteront de ce qu'on leur donnera et ça ne sera pas terrible. Donc, ça augmente la disparité. Privilégier, là, en fonction des objectifs d'économie, les types d'usage, vraiment les plus importants sur l'UDI. C'est-à-dire si on peut faire ces économies d'eau potable déjà en arrêtant d'arroser, alors je dis n'importe quoi, mais les rues ou les camions ou autres, eh bien, commençons déjà par faire ça. C'est-à-dire, commençons par connaître nos consommations d'eau potable dans le tissu urbain avant de vouloir aller au robinet du consommateur. Et puis, il faudra faire des bilans réguliers pour savoir ce qui est réalisé et quels sont les rapports bénéfices-risques. Donc, le Haut Conseil préconise que les projets soient soumis à autorisation après avis de l'ARS. Et dans ce qui est évoqué tout à l'heure sur des projets qui ont été abandonnés, ça peut être soit sur le plan économique, c'est dans l'enquête qu'a fait le CEREMA. Donc, le CEREMA avait fait une enquête et a conclu qu'il y avait des projets qui avaient été abandonnés. Ça peut être parce que économiquement, c'était pas rentable. Ça peut être aussi parce que le dossier était tellement nul qu'il a été refusé par les autorités sanitaires. Parce que
quand j'étais de l'autre côté de la barrière, il nous est arrivé de voir arriver des dossiers. Il y avait 2 pages avec rien dedans, disant voilà, on fait un projet de réutilisation d'eau usée, acceptez-le, un point, c'est tout. Et donc les experts disaient il n'y a pas d'éléments à l'intérieur, avis défavorable. Et après, on s'aperçoit que le pétitionnaire n'est pas content, en disant mais je ne comprends pas pourquoi les experts ne veulent pas accepter mon projet. Parce qu'il était mal présenté, c'est tout. Donc un bon dossier bien présenté avec une étude sérieuse derrière passe forcément beaucoup mieux qu'un torchon de 2 pages dans lequel il n'y a rien du tout. Mais ça, souvent, on oublie de l'évoquer. Donc, se renseigner avant de déposer un dossier, parce qu'après, on va taper sur l'ARS en disant, vous comprenez, ils refusent tout, c'est un scandale. Alors, on va reparler des freins au développement des activités. Mais si l'ARS a un bon dossier, est prévenu en amont et travaille, alors déjà qu'il n'y a pas suffisamment de personnel pour faire tout le boulot, si on leur mâche pas le boulot pour leur amener des choses intéressantes avec des bonnes conclusions et pas des dossiers épais comme ça, il ne faut pas s'étonner si derrière ça ne marche pas. Donc des conditions techniques de réalisation, d'usage et d'entretien doivent être respectées. Il y a un problème de responsabilité et finalement, aller changer une alimentation en eau potable par de l'eau non conventionnelle dans un habitat, qui va être responsable s'il y a un problème? Et là, on s'aperçoit que il y a grand flou, quoi. Est-ce que c'est le poseur, le plombier, ou je sais pas qui est-ce que c'est le syndic? Est-ce que ça sera le maire? Enfin, qui va être responsable de ça? On a soulevé le lièvre en disant attention, avant de se lancer dans une grande politique nationale visant à remplacer l'eau potable par des eaux non conventionnelles, il faudrait d'abord définir qui va assumer la responsabilité. Il faut former les professionnels à tout ça, parce que quand on est super spécialiste, ça va, mais quand on va commencer à vouloir développer ça un peu partout, vous allez voir le nombre de bricolos qui vont se mettre à mettre n'importe quoi n'importe où, et évidemment, il va y avoir un jour des risques. Et puis, il faut informer les usagers, c'est-à-dire que les gens ont besoin d'être informés en toute transparence de ce qui se passe, pourquoi on va faire ces changements, et quelles sont les précautions qu'on a prises. Les gens ne sont pas contre le fait de faire de la réutilisation ou autre. Du moment qu'on leur balance pas ça d'un seul coup en leur disant c'est comme ça, quoi. Donc il faut de la transparence. Et puis il faut une remontée nationale parce que c'est quand même un bouleversement important si on commence à développer ça en ampleur plus importante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je n'ai pas tout mis là, je vous ai résumé un peu ce que vous pourrez retrouver dans l'avis du Haut Conseil. Les conclusions qu'on a données, c'est par exemple pour les usages alimentaires, donc il y a trois colonnes, eau de pluie récupérée sur les toitures, eau grise traitée et eau usée traitée. Et puis, vous voyez, j'ai mis en rouge ce qui est hors de question. Laver la vaisselle avec des eaux non potables, non, c'est non. C'est tout. Voilà, c'est comme ça. Après, c'est notre avis scientifique et d'experts. Après, on peut ne pas suivre l'avis des experts, mais en tout cas, le jour où il y aura un problème sanitaire et que quelqu'un ira devant un tribunal pour dire mais comment avons-nous pu laisser faire ça? Nous, on dira non. Nous, on a dit il faut pas. Par contre, les cultures vivrières, on peut, avec des réserves. Bon, je n'ai pas détaillé les réserves parce que ça ferait trop long sur les diapos, mais vous pourrez le consulter dans l'avis du Haut Conseil, ce qui n'est qu'un avis consultatif, ce n'est pas un décret, je vous le rappelle. Alors l'hygiène corporelle, tout ce qui est douche, bain, lavabo, non, pas question. Lavage du linge, éventuellement l'eau de pluie. Et puis, l'hygiène générale, vous avez des variations. Alors, par exemple, un truc qui peut sembler bizarre, c'est pourquoi ne pas évacuer les excrétas avec des eaux usées traitées? Parce qu'a priori, c'est la même chose. Parce qu'en fait, vous imaginez, dans une commune, commencer à vouloir faire un réseau d'eau usée traitée pour aller alimenter les maisons, pour alimenter les chasses d'eau. C'est pas logique, quoi. Encore à la limite, des immeubles qui récupèrent de l'eau de pluie, pourquoi pas. Mais aller créer un double réseau d'eau usée traitée dans une ville complète, alors ça a pu se faire en Allemagne, ça existe dans des petites communes ou des petits hameaux, pourquoi pas. Mais c'est pas logique, quoi. Et puis, des usages d'agrément, brumisation, etc. Des endroits où on a dit niette, et d'autres endroits où vous avez l'autorisation, avec par exemple les façades végétalisées ou autres. Vous verrez dans les annexes, on précise qu'on va éviter de faire de la brumisation qui retombe sur les passants, sur les trottoirs, pour ne pas leur pulvériser des légionelles plein les narines. Donc, voilà les réflexions que le Haut Conseil a émises. Est-ce qu'elles seront suivies ou pas dans les décrets? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était déjà une réflexion intéressante et importante. Donc, qu'est-ce qui se passe pour conclure, enfin presque conclure? Oui, il faut conclure. Tout le monde a faim. D'abord, il faut
répondre. Nous avons le devoir, quand on est spécialiste, de répondre aux questions, de guider et de protéger le citoyen. C'est-à-dire que le citoyen, c'est nous, c'est nos enfants, nos familles, et donc on doit le faire. On parle d'eau non potable, là. Évidemment, si vous prenez de l'eau non conventionnelle et que vous la traitez pour en faire de l'eau potable selon les normes non potables, la question ne se pose plus puisqu'elle est devenue potable. Donc là ce n'est pas le sujet. Le sujet pour lequel on est sollicité, c'est d'introduire dans la sphère d'hygiène de l'eau non potable. C'est quand même quelque chose. Donc, cette responsabilité est importante. Et on ne peut pas laisser le citoyen, aujourd'hui, tout seul, se débrouiller avec son Castorama Leroy Merlin pour bricoler n'importe quoi, au risque de contaminer sa famille. Réduire les usages, c'est aussi réduire les débits. Donc, il y a des risques pour les réseaux. Et ça, c'est pas bien calculé, c'est pas bien maîtrisé. On a quand même un risque significatif qui a besoin d'être étudié. Transporter des eaux non conventionnelles, là aussi, ça veut dire introduire des réseaux dans les communes. Bon, je pense que tout ce genre de développement se fera de manière plutôt très localisée, quoi. Se rappeler de tous les excès de la crise Covid, hein, quand on a vu les gens commencer à arroser toutes les rues avec de l'eau de Javel et tout, on était parti dans un délire total. Il a fallu au niveau du Haut Conseil, qu'on sorte un document pour dire mais attendez, il faut arrêter là, on est parti dans du grand n'importe quoi, quoi. Donc là aussi, si on fait trop peur aux gens, si on les culpabilise trop, on risque de partir dans des excès qui vont conduire à des gros problèmes. Et il ne faut surtout pas opposer l'expertise scientifique collective aux intérêts particuliers, aux pressions commerciales, parce que c'est le cas, quoi. Il y a clairement des gens qui disent il faut arrêter ces comités d'experts, il faut arrêter de consulter les comités d'experts, que ce soit celui de l'ANSES ou que ce soit le Haut Conseil. Ah oui, pour la crise Covid, il a fallu qu'on aille créer un comité scientifique national, alors qu'il y avait déjà l'INSERM, le CNRS, le Haut Conseil de Santé publique, Santé publique France, l'ANSES. Non, il a fallu qu'on aille recréer un autre comité. Donc, il y a des moments où on se dit il y a des trucs qui ne sont pas très logiques. Et on a des compétences très significatives en France, au sein des comités d'experts, en particulier celui de l'ANSES, mais aussi au sein du Haut Conseil. Faisons confiance à nos expertises, c'est quand même quelque chose d'important. Et ne cherchons pas à opposer, sous des prétextes de développement économique, politique, à opposer les avis scientifiques à ces développements. Donc, c'est vraiment un travail qui doit se faire collectivement. Ça rejoint ce que je disais sur les dossiers. Si vous déposez un dossier bien fait, les experts sont contents de les avoir et vont donner un avis en connaissance de cause. Si le dossier est mal fait, il ne faut pas s'étonner si derrière ça ne marche pas. Il ne faut pas accuser les experts d'incompétence. Et donc, il faut favoriser aussi l'expertise européenne, parce qu'on est quand même très, très franco-français dans cette histoire, hein. Et on l'a vu dans plusieurs gros problèmes qu'on a été amenés à traiter, on s'aperçoit que les Allemands étaient en pointe sur certains sujets par rapport à nous, et on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas plus de dialogue et de travail collectif au niveau européen. Donc voilà, les Nations Unies disent oui, utiliser des eaux non conventionnelles, c'est une priorité très importante, mais il faut faire des plans généraux qui rejoignent ce que je disais tout à l'heure. D'abord, une réflexion globale avant de partir sur le grand n'importe quoi. Ne rien faire, c'est pas bien, mais il faut se méfier aussi des coûts élevés et permettre que toutes les populations y aient accès. Et il me reste encore un certain nombre de questions à résoudre pour ne pas faire d'erreur, quoi. Et donc, nous devons agir collectivement pour protéger les citoyens. D'abord, cette stratégie globale. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a fait, hein. Il y a des régions, notamment dans le sud-est, où il y a des choses vraiment très, très intéressantes qui ont été faites sur où sont nos prélèvements, quelles sont les prévisions de masse d'eau à venir dans l'avenir, quelles sont nos consommations prioritaires, et voyons ce qu'on peut faire ensuite, logiquement, avant de commencer à dire à tout le monde bricoler des trucs à votre domicile. Donc viser les gros consommateurs, et on s'aperçoit qu'il y a des consommateurs qui ne sont pas du tout preneurs, hein, pour les eaux usées traitées. Il y a des golfs, il y a des champs de course, par exemple. Le rapport du CEREMA, ils le décrivent très bien. Des champs de course qu'on dit ah non, nous on veut pas de ça, hein, parce que après on va rendre les chevaux malades, les gens malades, etc. Donc il ne faut pas penser que tout le monde est preneur, hein. Et on peut amener des très belles solutions avec de la réutilisation d'eau usée après osmose, avec de l'eau qui est carrément de l'eau distillée. Et les gens vont dire ah non, on n'en veut pas parce que c'est de l'eau d'égout, c'est dégoûtant. Donc il y a ce besoin de transparence et d'explication pour ne pas imposer la technologie, mais l'expliquer aux gens. En plus, on ne connaît pas tous les micropolluants et tous les micro-organismes pathogènes. Donc, il y a besoin de recherche. Alors, ça ne vous étonne pas s'il y a un ex-chercheur prône de financer de la recherche, mais ça fait quand même un petit moment que les budgets de la recherche chutent, hein. Et donc, voilà, un pays qui a des difficultés et qui n'investit pas dans sa recherche, c'est un truc incompréhensible.
Et donc, voilà. Et puis derrière, il ne faut pas oublier le vieillissement des installations, parce que là, on va développer des tas de super projets pilotes. C'est super parce qu'il y a plein de labos autour, c'est surveillé sous le microscope. Puis quand ça va commencer à se diffuser et à en installer un peu partout, bah, d'un seul coup, ça sera peut-être un petit peu moins surveillé. Et puis les installations vont commencer à vieillir. Et c'est là qu'on va commencer à avoir des problèmes, parce que les eaux non potables iront là où il ne faut pas qu'elles aillent. Et puis la perte de mémoire aussi, les gens qui oublieront qu'à l'intérieur de l'immeuble, il y avait une canalisation qui n'était pas la bonne et qui vont brancher n'importe quoi sur n'importe quoi aussi. Donc la transparence, ça je l'ai déjà dit, former les professionnels, parce qu'eux aussi ils vont avoir besoin d'aide et de soutien, supprimer les confusions dont on a parlé jusqu'à présent, et puis alors l'histoire des doubles réseaux, aïe, 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 aïe. Donc conclusion, ça urge, le temps presse, et on a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps en pensant que bon, ça allait se résoudre. Du coup, il y a certains politiques qui ont dit on va arrêter toutes les expertises et machin, tout ça. Allez hop, faut foncer dedans. Sauf que c'est pas bon non plus. Donc il ne faut pas de la précipitation, mais il faut aussi qu'on ne perde pas de temps, et donc il faut y aller. Et laisser toute la situation en jachère, c'est une source de catastrophe. Il ne faut pas oublier de garantir l'égalité devant l'accès à une eau saine à tout le monde. L'eau saine, c'est la santé, c'est fondamental. Rétablir la confiance dans l'expertise indépendante et arrêter de taper sur les comités d'experts. Fournir aux ARS les moyens humains et techniques et les directives pour que ça aille plus vite et que ça puisse fonctionner correctement. Structurer une politique avec des guides techniques, tout ce qu'il faut pour protéger la santé. Et si possible, agir en priorité en dehors de la sphère domestique. Un schéma structuré, harmonisé le plus possible au niveau européen, parce qu'il y a des tas de gens autour de chez nous qui font des trucs très intéressants, mais on ne va pas les voir. Ne plus culpabiliser les citoyens, se méfier de ce que je viens de dire, c'est-à-dire de faire un super pilote génial, et puis après ça, on diffuse ça sous forme d'essais dans tous les sens qui vont être beaucoup moins géniaux. Informer, former les citoyens et protéger les citoyens contre des démarches inadaptées et dangereuses. Alors ça, c'est le terme un peu politiquement correct pour dire protéger les citoyens contre les vendeurs de bricolos qui vont leur faire des catastrophes chez eux et qui vont risquer de nuire à leur santé. Voilà, donc je remercie... les membres du... Non, j'ai pas fini. Les membres du groupe de travail du Haut Conseil de santé publique avec qui j'ai eu le plaisir de travailler maintenant que je n'y suis plus. Et puis, souhaiter une très très longue vie au JIE. Et alors, je me suis amusé à coller les anciens résumés des colloques auxquels j'ai participé depuis 88. Bon, maintenant, c'est virtuel, alors je ne pourrais plus les coller sur l'étagère, c'est dommage. En tout cas, bravo à toute l'équipe de ces géniaux JIE et merci de votre attention. Je signale quand même que les tomes JE, comme on les appelait, imprimés, je crois, peuvent être commandés. Hein. Ah bon, voilà. Donc ça existe encore. Voilà. Alors, merci Yves pour cette conclusion de matinée de qu'on fait cette brillante conférence. Alors, les questions. On a 5 minutes de questions, allez. Ou un peu plus s'il faut, mais... Alors, je ne vois pas les mains se lever. Si, là-bas. Merci pour votre présentation, Marc Héran, Université de Montpellier. Donc, moi, le ressenti que j'ai après cette présentation, c'est que tous les arrêtés reuse, c'est des choses qu'il faut mettre à la poubelle. Et j'ai l'impression que vous êtes arc-bouté sur la notion d'eau potable. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la reuse, c'est atteindre une qualité d'eau potable? Et du coup, ma question, c'est pour vous, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot eau potable? Alors, justement, ça rentre dans la confusion que j'évoquais au début. Quand on parle de reuse, qui est un très mauvais terme, qui est en fait l'utilisation des eaux usées traitées, c'est pas toutes les eaux non conventionnelles. Et donc l'utilisation des eaux usées traitées, c'est ce qui est évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire mettons-les en priorité dans les champs, dans les forêts, tout ce qu'on veut, partout. Là, mon sujet, c'était remplacer l'eau potable dans ses usages domestiques par une eau non conventionnelle. Donc, ça veut dire les eaux de pluie, ça veut dire des eaux de puits aussi, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément des eaux de pluie. Et donc là, mettre de l'eau usée à la place d'eau potable dans l'habitat, c'est encore un degré de complexité supplémentaire. Mais sinon, pour tous les usages dans la nature, il y a
Ça a déjà été décrit depuis longtemps d'ailleurs. Il y a plein d'usages, il n'y a pas de problème. Donc faire de l'eau distillée pour la mettre dans les forêts, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc vous voyez pourquoi il y a une logique très simple et très pragmatique, qui a toujours été le cas d'ailleurs des avis de l'ANSES et puis ceux du Haut Conseil, qui est de dire mais pour tel usage, il n'y a aucun problème, faites-le. Et c'est pour ça que quand vous citiez tout à l'heure un refus d'autorisation pour irriguer des champs, c'est dommage parce que localement, il y avait sûrement une possibilité. Mais par contre, aller mettre cette eau usée traitée par un réseau pour l'emmener dans un immeuble où il y a des personnes âgées et des femmes enceintes, là, non. Donc, ça veut dire, cette gestion, je regarde l'ensemble de mes consommations sur mon bassin, que ce soit agricole ou autre. Il y a d'un côté les prélèvements d'eau dans la nature, et puis de l'autre côté, il y a les économies d'usage d'eau potable. Et ne pas mélanger tout ça dans un ensemble complexe qui fait que finalement, on en arrive à avoir cette confusion auprès de tout le monde, quoi. Merci. Autre question? Tout le monde a faim. Ah, non, là-bas. Bonjour. Justine Criquet de l'Université de Lille. Je me demandais si pour la réutilisation des eaux grises, pour la culture notamment, c'était marqué oui avec traitement. Est-ce qu'il y a une définition des traitements qui sont minimum à faire en fait pour cette réutilisation dans les cultures parce que j'ai déjà vu des projets d'immeubles où ils veulent réutiliser les eaux grises pour avoir directement leur potager. Est-ce qu'il y a une définition des traitements à mettre en place? L'avis du Haut Conseil ne va pas jusque-là. Ces comités d'experts nationaux ne peuvent pas se transformer en bureau d'études, quoi. Donc, en fait, ils sont obligés de rester... On a envie, bien sûr, quand on fait ce travail, on a envie d'aller jusqu'au bout, mais ça prendrait beaucoup trop de temps et il faut que les avis sortent en général en 3-4 mois. Parfois, quand vraiment c'est très long, on y met presque un an. Mais on ne va pas jusqu'à ce niveau-là. On dit, bon, c'est pas non, ça pourrait être oui, mais à condition qu'il y ait un minimum de traitement, et on va laisser ensuite une autre instance faire ce travail-là. Ça peut être par exemple aussi, c'est pas obligatoirement besoin d'être réglementé avec des décrets, des arrêtés, tout ce qu'on veut. Ça peut être un guide technique, comme par exemple l'AST pourrait le faire, un travail qui sera beaucoup plus précis, sachant que la norme, c'est j'arrose mon jardin avec de l'eau potable. Donc, aujourd'hui, on me dit, mettez-moi, je peux mettre autre chose, mais je peux mettre autre chose jusqu'à quel niveau, quoi? Est-ce que les eaux de mes toilettes, je peux les mettre non. Est-ce que l'eau de ma douche, je peux, avec tous les détergents que ma famille utilise, et puis, je sais pas, moi, les nanoparticules de produits de crème solaire que j'utilise pendant l'été, est-ce que ça peut partir sur mes salades? Bah, ça, c'est pas une question évidente, hein. Donc là, le Haut Conseil s'arrête à ce niveau-là et après laisse d'autres instances aller plus au fond. Il peut y avoir un avis sur la qualité, peut-être pas sur le traitement, mais sur la qualité. Voilà, c'est pareil, c'est difficile parce que l'avis en général, c'est de dire faites au moins le minimum de ce que peut être une eau potable, mais on ne peut pas aller jusque-là, quoi. Non, c'est pas évident, hein, quand même. Okay. C'est parce que c'est pas évident et que le temps presse qu'on a d'autant plus besoin de s'y mettre tout de suite là et de sortir ces guides techniques rapidement. Une autre question? Oui, c'est encore moi. Moi, ce qui m'étonne, en fait, c'est que cette fois, le Haut Conseil ait accepté le lavage du linge avec de l'eau de pluie, toiture. Bon, moi, c'est mon domaine, hein, le lavage du linge. Moi, je ne considère pas que l'eau de pluie soit exempte de bactériaux, sachant que sur les toitures, vous avez notamment des déjections animales. Et si on laisse en fait les gens, d'autant plus en fait que maintenant au niveau du lavage du linge domestique, on n'utilise plus de biocides, on n'utilise plus de température élevée, on est plus à 40 degrés. Donc moi je garantis pas qu'un lavage de linge avec de l'eau de pluie soit bactériologiquement propre. Oui, vous avez raison, mais il me semble, de mémoire, je ne me souviens plus, il faudrait que je regarde dans le texte, mais je crois qu'on avait dit sous réserve que le dernier lavage soit fait avec de l'eau potable. Vous voyez, dans les machines, qu'il y a un cycle, dans le cycle de lavage, que le dernier soit fait avec de l'eau potable. Oh, c'est pas parfait. Mais... c'est pas non, parfait. Mais c'est un débat intéressant parce que je me souviens du temps où j'étais au Conseil supérieur d'hygiène publique de France. On nous avait attaqué là-dessus en disant, vous vous rendez compte, vous allez interdire le développement en France
de la vente des machines à laver à double entrée avec de l'eau non potable et de l'eau potable. Et c'était une honte et on essayait de faire pression sur nous pour nous dire vous cassez une partie de l'économie française des machines à laver. Et nous, on avait dit bah non, c'est hors de question. Donc c'est pas nous qui les faisons, peut-être. Mais je suis d'accord avec vous, hein, moi, je n'irai pas laver mon linge avec l'eau de ma toiture, hein, ça c'est clair. Mais bon, peut-être qu'avec un dernier petit rinçage à l'eau potable, peut-être que là, je me laisserai Ça convaincre. n'a pas l'air de... Mais pas pour les bébés. Ok. Pardon. Dernière, peut-être. Moins qu'il y ait d'autres mains qui se lèvent. Juste, Yves n'a pas cité, mais pour répondre à la dame sur les eaux grises, il y a eu quelques années un rapport du CSO de l'ANSES avec une très bonne équipe de direction à cette époque, qui, je crois, parlait des usages dans les jardins sur les eaux grises, Yves. Donc voilà, composité qui est donc l'ANSES a fait un petit travail sur l'arrosage des eaux grises sur les jardins. Ok, bien noté. À retrouver sur le site de l'ANSES. Très bien. Mesdames et messieurs, merci. Bon appétit. Merci Yves. Merci à tous les...